Ce niveau est mon niveau préféré. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être à cause de la musique. Je vais vous laisser en profiter. Vous voyez, c'est le même principe, là, quand on entre à l'intérieur, la musique est la même, mais l'instrumentation est différente. Ah, vous voyez, j'ai pris garde à ne pas toucher les cristaux, parce que, justement, je voudrais profiter de la fée. Alors, ces monstres-là ne sont pas gonflables, puisqu'on ne peut les atteindre que par au-dessus, et qu'on ne peut pas tirer vers le bas avec le laser. Enfin, avec l'anneau, plutôt. Donc c'est un gros mystère irrésolu de ce jeu. À quoi ressembleraient ces monstres si on pouvait les gonfler? C'est-à-dire, à quoi est-ce qu'ils ressembleraient gonflés? Arriverez-vous à vivre en vous posant cette question, tout en sachant qu'elle n'aura jamais de réponse? À moins que vous ne la dessiniez à vos crayons. Alors comme vous pouvez le constater, la question de Klonoa dans la cinématique précédente est un peu idiote, puisque cet endroit est visiblement un cimetière d'avions. Donc comment va-t-on au temple du soleil qui est dans le ciel? Je suppose en avion. Puisqu'il y a des avions dans ce monde. Même s'il ne peut être atteint que par le haut, ceci est un gros monstre et les gros monstres contiennent des cristaux. Ne jamais l'oublier. Alors ces plateformes finissent par tomber si on reste trop longtemps dessus, mais vous voyez, on a quand même le temps. Hein. Ça, je les appelle des ratons laveurs à cause de la tête qu'ils ont sous leur chapeau. Et ceux-là, je les appelle des chats à cause de la forme de leur queue. Donc vous voyez, tout comme les monstres invincibles du début, ceux-là ont une protection autour d'eux. Bah, les monstres invincibles du début, c'est ceux-là. Ceux-ci ont une protection autour d'eux. Mais si on passe cette protection, ils sont parfaitement vulnérables en dessous. Un petit ouvrier, là. Vous voyez, là, une épave d'avion. Vous voyez que les fantômes deviennent matériels quand on les gonfle, si ça a un sens. Triple saut. On va bientôt arriver à une phase un peu compliquée avec une fée. Que je ne réussis pas à tous les coups. Voilà, un chat. Un chat avec une orbe qui déclenche une attaque qui le rend vulnérable. Ah, j'ai réussi. Mais vous voyez que c'était moins une. Hein. Le jeu prévoit vraiment les durées, en tout cas pour les faits, de façon à ce que ça marche, mais tout juste. Justement parce qu'ils ont dû prévoir que certains joueurs talentueux pourraient réussir sinon à avoir plus de cristaux que prévu. Du fait de la flexibilité de ce type de mécanisme de jeu. Mais ce qui fait que le jeu en lui-même n'est pas si difficile si on se contente de vouloir finir les niveaux. Et par contre, si on se met en tête de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, c'est pas forcément très facile. Toujours est-il que je pense que j'ai réussi à avoir les 150. Oui, j'ai réussi. Vous voyez, le compteur affiche 50.
Une fois encore, les 2 niveaux de la série ne seront pas dans la même région, puisque là nous sommes au village Éole, et que le niveau suivant est à Cruche. Et est-ce que cette fois ce sera encore en allemand? Non. D'ailleurs c'est pas le même nom de région. Mais je vous assure, c'est Cruche, on le verra avec la tronche des prisonniers. Les prisonniers ont la tronche des habitants vivants de la région qu'on croise. Bon, ils sont pas morts, ils sont juste prisonniers, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez l'ombre? Là aussi c'est difficile à cause de la cascade. De la même manière que dans l'autre niveau de Cruche, hein, le problème c'est pas tant les passages de cascade eux-mêmes que les passages de saut sur la cascade. Parce que pour avoir une cascade ce sont des rapides, mais soyons précis. Mais là j'ai réussi. Donc ça s'appelle les cavernes de glace du Léviathan. Nous verrons le squelette du Léviathan tout à l'heure. J'attirerai votre attention dessus quand on passera devant. Oui, là on ne peut pas passer. C'est pas très rentable d'essayer de détruire ces monstres avec leur armure à pointe. Mais bon, c'est vraiment des saloperies. Oui, c'est vraiment des saloperies. Bon, en même temps, là, je me suis fait toucher parce que j'ai essayé de les avoir, donc on pourrait appeler ça de la légitime défense, mais enfin. Nous allons voir le squelette du Léviathan. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Qui c'est le plus fort? J'aime bien le bruit que font ces courants ascendants. De manière générale, j'aime beaucoup les bruitages et la musique du jeu. La bande son est trouvable sur YouTube, hein, si elle vous intéresse. Et grâce au niveau bonus à la fin, nous allons obtenir un jukebox qui permet d'écouter les différentes musiques du jeu en dehors de tout contexte de niveau, donc en dehors de tout bruitage et en dehors de toute action. Et ce sans avoir à rester immobile au début du niveau. En revanche, nous n'aurons que la version extérieure, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on n'aura pas la version de l'instrumentation qu'on entend à l'intérieur des bâtiments. Vous voyez que l'aspect des flammes change selon qu'elles sont juste à côté de lui ou à distance. Elles sont plus matérielles quand elles sont à distance. C'est amusant. Ce qui est aussi amusant, c'est que ces flammes sont en 2D alors que le monstre lui-même est en 3D. Enfin, c'est-à-dire qu'il est en relief, quoi. C'est une image de synthèse. Non, c'est trop haut. J'ai essayé de faire le kakou et je m'en mords les doigts. Enfin non, parce que sinon ça m'obligerait à lâcher la manette, mais... Pour la prochaine cinématique, promis, je me mords les doigts pour faire pénitence de cet acte de kakouitude. Alors, autant le squelette du Léviathan a été ailleurs, autant ses côtes sont ici. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs Léviathans? Est-ce que c'est une espèce? On peut supposer que, à moins que ce ne soit un seul monstre immortel qui a fini par être tué par un vaillant guerrier, que ce soit en réalité toute une espèce. Sans doute éteinte puisqu'on n'en voit pas, mais... Voilà, donc 96, 97, 98, 99, et le dernier,
dans cette structure que je vais détruire. Et nous en arrivons au boss. Le boss n'est pas très compliqué, mais il a ceci de particulier. D'une part que ses attaques sont dans un ordre aléatoire, comme la plupart des autres, mais aussi en ce sens que le nombre de coups nécessaires pour le tuer dépend non pas de la puissance du coup, ou de la distance, ou quoi que ce soit, de toute façon ça n'a pas de sens dans ce jeu, mais de la précision, vous allez voir. La super stratégie pour récupérer un tout petit pendentif, il faut faire s'écrouler la maison dans laquelle il est. Bon, fort heureusement, ils ont visiblement un dispositif pour trouver et attirer spécifiquement les pendentifs dans les maisons en ruine. Mais on part toujours du principe que ce type d'artefact unique est indestructible. Mais fondamentalement, il n'y a aucune raison. Détruire la maison dans laquelle se trouve l'objet en question peut paraître un petit peu hasardeux comme stratégie. Ce qui m'a toujours frustré quand j'étais petit, c'est que ces ennemis qu'on voit sur les avions ne sont présents nulle part ailleurs. Alors c'est peut-être en fait les rouges. Les rouges avec une combinaison verte. Mais n'empêche qu'ils ne sont présents nulle part ailleurs. Et ça me frustrait parce que, je sais pas, j'aurais bien voulu les voir dans des phases de jeu. Alors celui-ci, ce boss, je vais l'appeler le moustique. Parce que je trouve que qui fait penser à une tête de moustique. Ses ailes ressemblent pas réellement à des ailes de moustique, mais plutôt à des antennes de moustique. Vous savez... Alors, est-ce que c'est aux antennes que je pense ou au... Ah, le nom de cet organe m'échappe. Vous savez, ce dont ils se servent pour... ce dont les femelles se servent pour sucer le sang et ce dont les mâles se servent pour butiner. Alors, vous voyez, il a 8 vignettes colorées sur sa figure. Selon la précision du tir, on va en détruire 0, 1 ou 2. Si on en détruit 0, bon bah c'est 0. Si on en détruit 1, bah il va falloir un coup supplémentaire pour le détruire. Mais si on en détruit 2 à la fois comme je suis en train de le faire, 4 coups suffisent. Ce qui fait que c'est un boss qui peut être plus ou moins long. Alors la principale difficulté provient de certaines attaques qu'il ne m'a là pas lancées. Typiquement, il y a donc l'attaque avec les petites bombes, l'attaque avec les gros cristaux, l'attaque avec le monstre invincible. De toute façon, il y en aurait forcément eu une ou deux qu'il ne m'aurait pas lancé, donc pas de regret. Concentrons-nous sur la cinématique.
Alors prends-toi en main. C'était le deuxième boss, hein. Si vous ne la reconnaissez pas. Oui, ça aurait peut-être mérité plus qu'une simple mention en passant. Aquadolph. Réinstrumentation du thème du premier épisode. Enfin, c'est le temple soleil, pas le temple du soleil. Celui-ci, contrairement au royaume lune, se trouve effectivement dans le ciel. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas attiré votre attention au début. Mais vous allez le voir là sur la carte des niveaux. Vous voyez, seules 4 régions sont visibles. Le village Éole, le royaume de Cruche, la forêt de Forlock et le temple soleil. Le royaume lune n'est pas encore apparu. Ça commence à prendre forme, hein. C'est parce qu'il ne nous manque que 4 groupes de prisonniers. Voici le temple du soleil. Et la faute d'orthographe du titre qui a été conservée. Donc le testeur n'a réellement pas fait son boulot. Les 4 grobes. Oui, ça va être parce que c'est trop sec. Prenons garde effectivement car c'est une zone assez meurtrière. Dit la bouboule bleue avec une étoile sur la tête. Un grobe, tu veux dire? Des grobes. Mais tous les grobes ont été emportés par les disciples de Gadius. Oh, de surcroît. Ça, c'est les gentils héros. Alors, ce niveau-là n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les grobes, on peut les récupérer dans l'ordre qu'on veut. Vous voyez qu'il y a deux côtés, le côté gauche, le côté droit. Chacune de ces sections est divisée en 2 sous-sections correspondant chacune à un grobe. Les pancartes indiquent de quel grobe il s'agit, mais fondamentalement on s'en fiche. De toute façon, on doit récupérer les 4. Et le fait de les ramener à leur piédestal ne change rien au reste du niveau. C'est pas comme le niveau 6-1
qui lui au contraire a des choses qui changent en fonction de d'où on en est. J'ai vu que ces ennemis ont une espèce de clé dans le dos, qui est surtout visible quand ils sont gonflés. Je leur donnais pas de nom quand j'étais petit, j'aurais peut-être pu les appeler les poupées. Je sais pas. Il y a un serpent dans ma botte! Ah, c'est pas vraiment une clé, mais enfin vous avez compris. Vous avez vu l'ombre? Vous voyez, si elle se rétrécit et s'agrandit, c'est parce que l'œuf bouge. Bon, celui-ci, il m'embête un petit peu. Je dirais même qu'il m'enquiquine. Mais ce serait assez mal poli de le dire. Alors bon, si je tombe dans la lave, je perds une vie. C'est pas pareil que les... Alors vous voyez... Ah du coup on n'a pas vu sa tête. Voilà, vous voyez sa tête, c'est pour ça que j'appelais ça des ratons laveurs. Donc vous voyez la clé derrière? Une espèce de clé, hein. Comme si c'était un truc à remonter. Alors vous voyez ces monstres avec une armure jaune, enfin dorée, hein. C'est comme les monstres avec une armure grise, sauf qu'en fait ils ont une armure dorée par-dessus l'armure grise. Donc il faut les frapper 2 fois. Et ensuite ils sont vulnérables. Bon, on a fait la section bleue, maintenant on va faire la section rouge. Dans la section rouge, il y a une section... Enfin pardon, un passage avec une fée qui est assez difficile. Mais moins que celui de la section jaune, mais la section jaune on peut se débrouiller pour avoir un checkpoint juste avant de gagner une vie. Ce qui fait qu'on peut le recommencer autant de fois qu'on veut et ne pas perdre de vie pour autant. On va peut-être avoir l'occasion de mettre cette théorie en pratique quand on arrivera à la section jaune. C'est-à-dire qu'on aura l'occasion de la mettre en pratique si je réussis pas du premier coup. Et c'est fort possible que je réussisse pas du premier coup. Alors là c'est la même chose que les poissons volants du niveau 2-2. Mais ils sont roses. Ce qui fait que je les voyais pas du tout comme des poissons volants. Mais je voyais bien que c'était les mêmes. Je dis ça pour ma défense. Alors vous voyez... Ah, raté. Alors ce que je disais c'est que les bulles peuvent être détruites avec le laser, mais vous vous doutez bien qu'effectivement si elles sont trop éloignées, ça ne marche pas, il faut leur envoyer des monstres. Le problème en fait c'est que, comme ce jeu est un jeu en 2D à perspective, selon l'endroit où vous êtes sur la plateforme, la caméra pointe pas dans la même direction, et ça peut tout changer du point de vue de ce que vous allez atteindre en tirant avec un ennemi. C'est ce qui m'a posé problème là, précédemment. Alors là, on arrive au passage avec la fée qui est un petit peu difficile. Là, en l'occurrence, il y a une stratégie et c'est très difficile de réussir en faisant autrement qu'avec la stratégie prévue par la programmation. Enfin, par les programmeurs, pardon. Voilà. Alors, il faut tirer sur la fée ici, hein, et ensuite remonter. Et j'ai réussi. Et vous voyez que c'était quand même ric-rac. Alors, il y a moyen de faire ça autrement, mais c'est vraiment pas évident. Donc, je préfère faire comme ça. Alors là, vous voyez, la flamme ne s'arrête jamais. Hein. Par contre, elle devient plus ou moins grande. Donc, j'ai été obligé de faire un double saut. Ok, donc là, pour les besoins de ma stratégie qui consiste à activer un checkpoint juste avant de gagner une vie, je vais commencer par la section jaune. Si vous voyez que j'ai 68 cristaux, j'en aurai environ, je crois, 90 avant d'activer le checkpoint. Peut-être même plus. Mais j'ai calculé mon coût pour que ça fonctionne, donc on va espérer que ça fonctionne. Donc vous voyez, ce qu'on voit en arrière-plan, c'est la section verte. Hein.
La section jaune, c'est tout à gauche. Là, vous voyez, normalement, le jeu prévoit qu'on accède par la flamme. On peut parfaitement accéder par là. Il y a une continuité physique entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Et si on voit un moyen de le faire, généralement c'est possible. Il n'y a pas de continuité physique entre les décors qui ne soit que graphique. Si on la voit, c'est qu'elle y est. Donc voilà, checkpoint. Et je gagne une vie juste après. Alors je gagne une vie grâce à ces trucs-là. Et donc c'est là qu'il y a un passage de fait un petit peu difficile. Alors il me semble que la bonne stratégie pour faire ça est de... faire comme je suis en train de le faire. Et je crois que j'ai raté mon coup là. Ah non, j'ai réussi. Donc vous n'aurez pas l'occasion de me voir appliquer ma stratégie. Mais vous comprenez bien que, ayant activé mon checkpoint là-haut, avec quoi, j'avais 86 rubis, enfin émeraude. Je vais pas pouvoir récupérer la vie malheureusement. Ah si, peut-être si je repasse par là. 86 émeraudes, donc, je disais. Et en ayant récupéré 100 maintenant, si je meurs maintenant, j'en aurai de nouveau 86, j'aurais perdu une vie. Mais je pourrais la regagner tout de suite. En récupérant les émeraudes manquantes qui auront repoussé. Voilà. Les vies par contre, c'est-à-dire les pièces, ne repoussent pas. J'ai dû vous le dire tout à l'heure, mais je me souviens plus donc. Nous avons le grob jaune. Il reste plus que le grob vert. Donc je suppose que le jeu prévoit qu'on fasse ça dans l'ordre rouge, bleu, vert, jaune. Puisque c'est comme ça qu'ils sont organisés sur les piédestaux. Mais fondamentalement, vous voyez bien qu'on s'en fiche un peu. Donc vous voyez que c'est un niveau qui est quand même sensiblement plus long que, mettons, le premier niveau, ou même le niveau, je sais pas, 2.1. Raté. Vous voyez, en fonction de l'angle de la caméra, on peut réussir ou rater ce genre de choses. Donc ça, c'est pour la section verte. Voilà, c'est ce que je pensais. Il y avait un monstre ici, je ne le voyais pas. Bon, comme je suis pas un stressé des points de vie, je me suis laissé toucher. Peut-être que je devrais essayer d'être plus prudent dans ces niveaux-là, parce que, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup plus d'occasions de perdre des points de vie. Vous constatez également qu'on gagne nos points de vie à la fin de chaque niveau. Par contre, pas entre la fin du niveau et le boss, puisque le boss fait partie du niveau. Vous voyez que la mention comme quoi on vient de finir le niveau n'apparaît qu'après la défaite du boss. Bon, ça paraît impressionnant vu d'ici, mais ça l'est pas, regardez. C'est très simple. Ça demande juste de la régularité.
する日シャンステムラする日だなラ Ah bah merci. シコロニダムガディルムーナプーデュールダムラガディルアプライラストラクムシューアシュータリムセラティンダールパラムセラヒムダンセルナ La fiction pour enfants a une opinion généralement négative du pacifisme absolu. Il y a la même chose dans Rahan, la série animée. On peut comprendre la notion comme quoi le pacifisme absolu est une règle autodestructrice, mais... quand même. Alors, le concept du niveau suivant est génial. Il y a une succession de jours et de nuits. Pendant le jour, tout se passe comme d'habitude. Pendant la nuit, il peut arriver des bricoles. Well. Donc voilà, tant qu'il fait jour, tout va bien. Lorsque la nuit tombe, les plateformes deviennent matérielles. Alors celles-ci, vous voyez, elles sont fantomatiques, elles deviendront matérielles pendant la nuit. Les monstres deviennent invincibles et un espèce de fantôme apparaît. Ce fantôme, comme tous les monstres pendant la nuit d'ailleurs, est indestructible. Mais on peut l'arrêter avec notre laser. J'ai eu chaud. Vous voyez ce cristal? Lorsqu'il devient violet, c'est que la nuit va tomber. Même les monstres qu'on a sur notre tête disparaissent pendant la nuit. Il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit en rapport avec les monstres pendant la nuit. En revanche, il n'y a pas moyen de monter sur les plateformes pendant la journée. Et la musique change. Donc je vous laisse en profiter pendant la prochaine séquence. Alors vous avez vu pendant la nuit, les fantômes les oiseaux se transforment en poissons qui sont un peu similaires à l'espèce de fantôme rose qui apparaît uniquement pendant la nuit et qui correspond à rien. À l'intérieur, il n'y a pas d'histoire de jour et de nuit. C'est uniquement un truc qui concerne l'extérieur. Vous voyez, le jeu prévoit qu'on passe par les trucs à ressort, mais c'est vraiment pas indispensable. On peut parfaitement passer par ici. Alors pour le boss, ce sera un petit peu différent. Il y aura toujours l'alternance du jour et de la nuit. La nuit tombe de toute façon au bout d'un moment.
Le jour ne se lève pas au bout d'un moment, par contre, il faut le provoquer. Et pour éviter que ce soit trop facile, le jeu fait de toute façon tomber la nuit au bout d'un certain nombre de dégâts infligés au boss. Raté. Je suis tombé trop tôt. Ah, ai-je oublié de mentionner que le fantôme nous suit? Il n'a pas de pattern prédéfini, il va où on va. Alors là, il va y avoir une séquence avec une fée qui sera un petit peu compliquée. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite. J'espère que si, parce que comme j'ai 99 à cristaux, si jamais je réussis à avoir un checkpoint juste avant la séquence difficile, je pourrais appliquer la stratégie dont je parlais tout à l'heure. Oui, c'est bien là. Parfait. Je peux recommencer autant de fois que je veux, je vais pas perdre de vie. Alors vous voyez, il s'agit d'avoir tous les cristaux jusqu'à celui-ci. Bon, là je m'y suis pris trop tard, il faut que j'attende que la nuit passe. Où est le poisson? Il est ici. Faut étudier un petit peu la zone pour déterminer comment faire pour s'en sortir. J'attends que la nuit tombe. Trop lent. J'ai raté mon coup. Je recommence. Là j'ai réussi. En fait, je pense que le problème est que j'ai beaucoup trop hésité. C'est-à-dire que si je fais tout d'une traite, le fantôme rose apparaît en bas, et j'ai moins de problèmes avec lui que si j'attends plusieurs cycles jour-nuit. Vous voyez là, il y a un grand monstre. Ce grand monstre, par définition, contient des émeraudes. J'appelle ça indifféremment émeraude ou cristaux. Alors, les cristaux qui ne sont pas verts ne sont sans doute pas des émeraudes, mais par contre, l'unité monétaire, c'est l'émeraude. C'est pas vraiment de la monnaie puisque ça nous sert pas à acheter quoi que ce soit, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, il va s'ouvrir tout de suite, voilà. Avant de commencer leur cycle d'attaque, ces monstres que j'appelle les ratons laveurs commencent par s'ouvrir brièvement. Donc dès qu'on les voit apparaître, il faut leur tirer dessus. Sinon, il faut attendre un cycle entier. Ça, c'est chiant. Celui-ci était déjà présent, donc il va pas s'ouvrir tout de suite. Il va s'ouvrir à la fin de son cycle d'attaque. Sans doute pour contempler son méfait. Ça m'a toujours amusé ces monstres qui sont invulnérables tant qu'ils font pas une certaine action, et qui font quand même l'action qui les rend vulnérables. Mais lui, bon bah effectivement, s'il n'arrive pas à voir s'il m'a eu ou pas, faut quand même qu'il regarde un petit peu. Donc vous voyez que j'ai eu tous les prisonniers, et il manque 20 cristaux. Ce niveau-ci, comme je vous l'ai dit précédemment, fait partie des niveaux où il y a, en théorie, plus que 150 cristaux. Simplement, les cristaux supplémentaires sont dans un gros monstre qui est invulnérable dans la configuration du niveau. Vous allez voir ce que j'entends par là.
Ah, caméra. Faut que j'attende de la nuit. Voilà, nous allons arriver à la section où il y a des cristaux inaccessibles. Alors vous voyez ici, j'ai besoin d'un monstre pour monter, pour faire un double saut. Le seul monstre présent à cet étage, bon c'est un monstre qui repousse mais peu importe, il est dans une cage. Cette cage il faut l'ouvrir et pour l'ouvrir il faut actionner des interrupteurs. Et donc faire tout un cycle de... Enfin faire tout un cycle. Naviguer en cercle autour du bâtiment. Et donc, au milieu du trajet, il y a ce gros monstre. Qui a une armure jaune, donc sur lequel il faudrait théoriquement tirer d'abord 2 fois et ensuite tirer une dernière fois pour le détruire. Vous avez vu que les gros monstres, on ne peut les détruire qu'avec des petits monstres, sinon on se contente de les gonfler et ils restent au sol. Mais d'une part, on n'a pas le temps avant que la nuit tombe, et d'autre part, vous voyez que la corniche est trop étroite et que comme le rétrécissement n'est pas progressif, vous pouvez pas passer avec un monstre sans armure. Et le seul autre petit monstre qu'il y a dans le coin est un monstre avec armure. Donc de toute façon, il faudrait avoir avec un monstre sans armure. Le seul monstre disponible étant celui-là qui va nous servir donc, comme je le disais au début, à sauter. Comme vous le voyez, il ne me manque que 2 cristaux avant de finir le niveau du point de vue de ce qu'il y a à récupérer. Ces 2 cristaux sont ici. Et nous allons affronter le boss. Je vous ai déjà expliqué comment il allait fonctionner. Alternance jour-nuit. La tombée de la nuit, c'est soit si on attend trop longtemps, soit si on porte plus de 3 coups pendant une phase de jour. Et pour faire se lever le jour, il faut faire un truc particulier que j'arriverai pas à vous expliquer sans support visuel. Ceci n'est absolument pas un écran de chargement. Il est assez injuste parce que, contrairement à beaucoup de sbires de fiction, Joka a quand même réussi à voler le pendentif. Donc il a quand même réussi des choses. Prisonnière ténèbres. L'œuf en question, on passera devant dans le premier niveau du Royaume Lune. Faudra que je pense à vous le commenter. Quand j'étais petit, je pensais qu'il disait ça sérieusement, que Gadus allait lui jeter un sort qui le rendait invisible ou invisible au miroir. J'avais aucun second degré. De la même façon, quand Solar et Soleil ont dit que... réussissez votre mission sinon vous nous deviendrons méchants, je le prenais tout à fait sérieusement. Je pensais que si effectivement on laissait Gadus faire son truc avec le cristal sur le toit là, les habitants du Temple du Soleil allaient devenir méchants. Donc c'est enfin le duel tant attendu contre Joka. Il est protégé par ses mains. Il faut réussir à l'avoir quand ses mains ne sont pas devant lui. Donc vous voyez, la nuit est en train de tomber de toute façon, mais si je le touche plus de 3 fois, enfin si je le touche 3 fois, la nuit va tomber automatiquement. Là j'ai touché 2 fois, une 3e fois et la nuit tombe. Quand la nuit tombe, Joka, comme tous les autres monstres, se transforme en un monstre invincible. Pour faire de nouveau retomber le jour, il faut convertir les dalles vertes et bleues en dalles jaunes, simplement en marchant dessus. Chose supplémentaire, c'est que
si on actionne les dalles successivement comme je suis en train de le faire et sans interruption, ça fait une séquence musicale. Et si j'arrive à faire cette séquence musicale sans interruption, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, eh bien une fois sur deux, ça fera apparaître un cœur. Tel que je l'ai dit, ça donne l'impression d'être un phénomène aléatoire. En fait, non, c'est parfaitement déterministe. C'est-à-dire que la première fois que je le fais, rien n'apparaît. La deuxième fois, un cœur apparaît. La troisième fois, rien n'apparaît. La quatrième fois, un cœur apparaît, etc., etc., etc. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas réussi. Peut-être que dans la deuxième séquence, qui comptera plus de dalles, dont des dalles roses qui correspondent à 3 dalles vertes, les dalles bleues correspondent à 2 dalles vertes, j'y arriverai un peu mieux. Quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup de mal contre ce boss. En majeure partie parce qu'il me stressait, en fait. C'est-à-dire que je tombais dans le vide dans les deux trucs. Là, vous voyez, il y a deux espaces vides. Et je tombais dans le vide au bout d'un moment parce que vraiment ça me stressait, j'avais les mains moites, je tremblais. Ça fait partie de ces séquences de jeux vidéo qu'on a beaucoup de mal à réussir la première fois, mais qu'une fois qu'on l'a réussi une fois, pardon, ça va tout seul. Bon, malheureusement là je pense que je vais mourir au moins une fois parce que je n'ai pas réussi à voir. Surtout la nuit va tomber. Voilà, j'ai quand même réussi mon coup. Bon là, idéalement, il faudrait que je récupère un cœur. C'est pas le meilleur endroit pour ça, j'ai l'impression. Mais sinon plus remarque. Voilà. Raté. On recommence. Désolé pour le contretemps. On va essayer de faire ça rapidement cette fois. Ça tient aussi au fait que ma croix directionnelle me résiste. C'est-à-dire, typiquement, quand j'essaie de tirer vers l'arrière-plan, ça marche pas à tous les coups. J'avais déjà ce problème avec le joystick de cette même manette. C'est pour cette raison que je disais que j'avais une manette pourrie pour jouer à New Testis, parce que mon joystick avait en particulier un problème avec la position haute. Eh bien, il semblerait que la croix directionnelle ait un problème similaire avec la direction haute également. Oui, vous doutez qu'il faut appuyer sur haut pour viser à l'arrière-plan et sur bas pour viser à l'avant-plan. Vous voyez, j'ai réussi à faire apparaître le cœur. J'ai pas réussi à en faire apparaître deux. Hein. Alors comme vous pouvez le constater, le cœur bouge, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il finit par tomber dans le trou. Dites, est-ce qu'un d'entre vous se souvient comment ça se fait que j'ai réussi à conserver un monstre sur ma tête ? Alors qu'on était pendant la nuit. Je n'y ai absolument pas prêté la moindre attention. Vous savez, quand on est concentré sur quelque chose, ça m'étonne beaucoup. Est-ce que je lui avais bien porté 3 coups pendant la première phase de jour ? De toute façon, on va le savoir. Hein. Normalement, je peux encore porter 3 coups là, avant la tombée de la nuit. Donc là, j'en ai porté 2. Et la fois suivante, ce sera 2 coups. Bon, du coup, ça m'aura permis de vous montrer l'animation de mort.
En fait, je vous ai dit que Joka était invincible pendant la nuit. Hein. Mais rien ne permet de l'affirmer, puisque de toute façon, on ne peut pas lui tirer de monstres dessus. Enfin, j'aurais pu tout à l'heure, mais c'est parce que j'avais pas remarqué que j'avais un monstre à disposition. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le design de Joka parce que j'aimais bien le fait que, comme Rayman, il n'ait pas de bras ni de jambes. Dans le remake sur GameCube ou sur Wii, je sais plus, hein, auquel je n'ai d'ailleurs pas joué mais j'ai regardé un peu les cinématiques, Joka a des bras et des jambes, je trouve que c'est fort dommage. Donc oui, j'avais bien réussi à l'avoir 3 fois pendant la première séquence de jour. Le mystère reste entier. Je vous ai dit qu'il n'y avait que 3 cinématiques en FMV, nous allons voir la deuxième maintenant. Vous reconnaissez le royaume de Cruche, le moulin du village Éole, et la forteresse de Bonne Maman. Donc en effet, le royaume lune était sous terre. Vous voyez qu'en effet, maintenant le royaume lune est dans le ciel, malheureusement il est un peu excentré par rapport à la tour de Baliou. Donc il n'est pas certain que sa tour puisse y conduire de toute façon.